Merci de nous rejoindre sur Al24 News pour ce nouveau rendez-vous des pros de l'éco, une émission particulièrement attendue ce soir car nous allons parler transition énergétique et mettre sur la table des opérations le mix énergétique algérien afin de le disséquer et tenter de l'appréhender. Un mix énergétique qui prend forme au fil des années, notamment à la lumière des nouveaux défis énergétiques liés à l'avenir de la planète. Et quoi qu'en disent les experts, l'Algérie reste pionnière en Afrique en matière de planification pour l'introduction des énergies renouvelables, communément appelées les ENR, dans le modèle tracé à l'horizon 2035 et en particulier le solaire et l'hydrogène. Le tout en évitant de préférence de tomber dans une forme quelconque de diabolisation des énergies fossiles, conventionnelles et également non conventionnelles, dont le conflit russo-ukrainien nous a prouvé encore une fois tout leur potentiel et leur niveau de résilience économique. Alors quel est ce mix énergétique vers lequel l'Algérie tend les bras? Quelle est la place des nouvelles ressources propres qui ont la cote actuellement? Et quelles sont les échéances qui verront l'Algérie consommer et exporter du propre à grande échelle? Comme chaque semaine, les pros de l'éco s'emparent du dossier. Et pour en parler ce soir, j'ai le grand plaisir d'accueillir à mes côtés sur ce plateau deux fins experts des ENR. Je commence par vous, monsieur Najib Deriwesh. Bonjour. Vous êtes directeur général de l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, je vous remercie pour l'invitation. J'accueille également avec le même plaisir monsieur Bouhelfa Yaissi. Vous êtes directeur général du Green Cluster Energy of Algeria. Bonsoir et bienvenue également. Merci pour l'invitation. Mais avant de planter le décor et de lancer le débat justement sur le mix énergétique algérien, écoutons certains experts justement qui s'expriment sur ce modèle énergétique algérien et sur la transition énergétique. L'hydrogène vert produit à partir des énergies renouvelables est considéré à juste titre comme un élément clé de la transition énergétique qui se dessine dans le monde, tant il constitue une voie d'avenir pour le développement à grande échelle des énergies renouvelables, notamment celles à caractère intermittent comme le solaire et l'éolien. En effet, ces deux dernières sont et de très loin à l'origine des plus grandes évolutions des capacités de production d'électricité renouvelable dans le monde, étant de même, selon certaines projections, à surpasser toutes les autres sources classiques ou autres à l'horizon 2050. Ainsi, quant à leur compétitivité en termes de coûts de production, elle est déjà bien réelle sur le marché dédié à l'électricité, et ce, malgré les aléas liés à leur intermittence qui continuent d'être pris en charge à l'heure actuelle avec beaucoup de succès à travers une gestion appropriée des réseaux permettant leur mutualisation. Donc en fait, l'Algérie détient les possibilités extraordinaires de devenir un acteur majeur au niveau régional et même au niveau international, puisqu'elle pourrait produire de l'hydrogène vert, mais aussi de l'hydrogène bleu éventuellement. Mais surtout de l'hydrogène vert à partir des énergies renouvelables, et tout en sachant que le potentiel qui est présent en Algérie, aussi bien en solaire et en éolien, permettrait cet aspect-là. Je pense que y aller vers l'hydrogène vert, ça nous permettrait de bondir de façon significative dans le monde vert, et surtout de devenir, avant tout le monde, ou compte tenu de nos potentialités, devenir un acteur très important là-dedans. Et donc je pense que toutes les chances sont de notre côté pour y aller de l'avant dans ce secteur-là et donner un nouveau souffle à l'industrie algérienne
à travers à l'industrie algérienne énergétique, d'accord, à travers l'hydrogène vert. Le potentiel de l'Algérie en matière d'énergie renouvelable, en matière de photovoltaïque et donc d'hydrogène vert par la suite, n'est plus maintenant à démontrer ou à prouver. Et le taux d'ensoleillement ici en Algérie fait de l'Algérie un gros potentiel d'exportateur d'hydrogène vert. Place au débat sans plus attendre. Messieurs, la transition énergétique en Algérie vers un mix faisant la part belle aux énergies renouvelables. Comment ça se présente pour le moment et quelle est votre propre définition de la transition énergétique, Monsieur Yaissi, après Monsieur Delouiche? Je dirais d'abord que ce n'est pas propre à moi, dans le sens où la définition de la transition énergétique telle qu'aujourd'hui elle se profile, c'est de passer d'un modèle de production et de consommation d'une énergie à majorité carbonée vers une énergie la plus décarbonée possible et plus proche qui est en relation directe avec l'environnement. Maintenant, en termes de composition de cette transition énergétique, ou si vous voulez, comment on va y aller, avec quoi, aujourd'hui c'est clair qu'il y aura à peu près 3 composantes. Donc d'abord la composante du gaz naturel. Oui. Et ensuite, nous avons la deuxième composante, c'est l'efficacité énergétique. Et puis la troisième, ce sont les énergies renouvelables. Et donc, cette définition s'applique à l'Algérie, mais aussi elle s'applique à l'Union européenne, qui est notre voisin le plus proche. Monsieur Delouiche. Donc, en ce qui me concerne, je pense que la transition énergétique consiste à passer à un système énergétique basé sur les énergies fossiles vers un système basé sur des énergies renouvelables. Oui. Et ça intègre aussi l'efficacité énergétique, et cela dans un souci de durabilité et de protection de l'environnement. Donc voilà, donc en Algérie, on doit avoir notre propre système, donc parce que notre production énergétique, elle est basée sur le gaz naturel, donc à 96%. Oui. Donc l'idée, c'est de remplacer progressivement cette énergie fossile par des énergies renouvelables avec les programmes qui sont en cours. Très bien. Est-ce que je peux aussi ajouter peut-être quelque chose qui va toucher directement l'humain? C'est que on va passer un petit peu d'un consommateur qui est donc passif et à un consommateur maintenant qui va devenir aussi actif. Responsable surtout. Voilà, exactement. Ça veut dire que là, il va être un peu responsable de sa production d'énergie, il va être responsable de sa consommation d'énergie. Et donc, si vous voulez, même si cette transition énergétique, sur le plan de définition, elle pourrait être comme ça, mais c'est aussi une transition, je dirais, au niveau de l'état d'esprit de beaucoup d'entre nous. Très bien. Justement, Monsieur Yaissi, lorsqu'on évoque le mix énergétique algérien, il en ressort souvent que le succès de la transition énergétique nécessitera justement un environnement propice à l'innovation, à l'entrepreneuriat. Est-ce la mission principale du cluster que vous dirigez ? Notre cluster, en termes de, si vous voulez, d'idées de base, c'est d'abord de faire travailler les entreprises avec les centres de recherche et les universités. C'est ça l'objet d'un cluster. Et avec cette combinaison des deux, nous avons au centre l'innovation. Et donc l'innovation, ça veut dire qu'aussi, c'est tout ce qui permet aux entreprises de pouvoir bénéficier des connaissances et des réussites de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique pour pouvoir ensuite être mis sur le marché. Il y a une grande place qui est laissée aux startups dans le sens où on le voit souvent que l'évolution elle est tellement rapide qu'aujourd'hui même, c'est-à-dire que les entreprises elles ne pourront pas suivre. Donc le fait d'être aussi entouré par des startups va permettre à certaines entreprises d'aller beaucoup plus vite que si, par exemple, elles le faisaient par elles-mêmes. La place de la R&D dans cette feuille de route ? Elle est fondamentale. La recherche et développement et surtout l'innovation sont vraiment les éléments clés avec lesquels, nous allons donc pouvoir passer d'une technologie carbonée à une technologie bas carbone, le premier. Ensuite, vous avez une technologie qui va avoir donc une consommation d'énergie qui va être réduite parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'enlever les carbones, c'est-à-dire de s'alimenter au gaz ou au pétrole, mais aussi de pouvoir donc réduire la consommation, donc faire des économies, donc améliorer les performances, être compétitif au niveau des prix et surtout être compétitif au niveau aussi, je pense, à l'international.
Très bien, je reste avec vous, Monsieur Aïssi, car la transition énergétique, justement, repose sur le développement d'une filière nationale des équipements de production d'électricité d'origine renouvelable, notamment le solaire, car il paraît que l'importation des panneaux solaires est très coûteuse, vous allez peut-être nous le confirmer, sans parler des batteries, et cela repose à nouveau la question de l'intégration. Doit-on carrément, l'Algérie, appeler à la naissance d'un écosystème national qui prenne en charge l'ensemble de cette chaîne de valeur, d'après vous? Tout à fait. Quand vous travaillez sur une longue période comme ça, de 15 ou 20 ans, vous projetez d'installer 15 000 mégawatts, donc vous êtes obligé de mettre l'écosystème pour créer de la valeur ajoutée locale, pour que les entreprises puissent investir, pour que des postes d'emploi puissent être créés, pour que on arrive à fabriquer et à produire un certain nombre d'éléments. Oui. Aujourd'hui, c'est-à-dire que si vous prenez les produits qui viennent de loin, nous avons donc, on peut le citer, la Chine, donc c'est un pays qui aujourd'hui domine le monde dans le domaine du solaire photovoltaïque. Mais il y a quand même aussi des éléments qui peuvent faire en sorte que le fait de le produire en Algérie pourrait être très intéressant parce que on va réduire les distances, on va réduire par exemple les consommations quand vous transportez un produit sur des milliers de kilomètres avec donc le dégagement des gaz à effet de serre. Toujours cette empreinte carbone. Voilà tout ça. Donc si vous commencez à voir aussi quelle est l'empreinte carbone et que si cette empreinte carbone, vous allez lui donner une valeur, un coût, vous allez voir tout de suite que à ce moment-là, le fait de le faire localement va avoir du sens. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, création de la valeur ajoutée locale et création surtout de postes d'emploi. Très bien, Monsieur Aïssi. Monsieur Delouis, le potentiel national, justement, en gisement énergétique renouvelable n'est plus à présenter. Il se trouve que l'on parle de plus en plus de l'hydrogène vert parmi ce potentiel. Pouvez-vous nous expliquer techniquement qu'est-ce que cette source d'énergie et comment la produire? Donc techniquement, c'est une source d'énergie qui est basée sur l'utilisation d'énergie renouvelable et de l'électrolyse de l'eau. Donc on prend de l'eau et on fait passer un courant électrique pour dissocier la molécule d'eau. Donc on obtient de l'hydrogène qui a un pouvoir énergétique 3 fois supérieur à celui par exemple de l'essence. Oui. Donc pour 1 kg d'hydrogène, c'est l'équivalent de 3 kg d'essence. Donc voilà, donc pour la production, donc on utilise des énergies renouvelables. De l'eau, on a besoin des ressources en eau et aussi d'un électrolyseur. Donc l'électrolyseur, il permet de dissocier cette molécule d'eau et de produire de l'hydrogène. Donc ça, c'est pour l'hydrogène vert, mais il y a d'autres nuances d'hydrogène. Notamment le bleu, le gris. Le bleu, le gris. Donc le gris, il est produit en Algérie, surtout dans les usines d'ammoniac. Donc on utilise de l'hydrogène pour fabriquer de l'ammoniac. Et donc ça a aussi une empreinte carbone assez élevée, la production avec le vrai. Donc c'est 13 kg. Pour 1 kg d'ammoniac. Donc pour produire, on dégage 13 kg de CO2 dans l'air. Donc pour synthétiser, l'hydrogène vert, il a cette particularité d'être moins, entre guillemets, polluant. Exactement, donc il que est le moins bleu pollué et son empreinte carbone est née. Très bien. Voilà. Monsieur Delouis, peut-on justement aujourd'hui affirmer que l'hydrogène vert doit être présent dans le mix énergétique algérien, peut-être à moyen terme? Oui, je pense, mais il faut mettre, disons, les bases, les bonnes pratiques pour le faire. Donc, par exemple, je vais vous citer quelques années auparavant, on parlait du projet Desertec. Oui. Donc, il a échoué. Projet mort-né, malheureusement. Il n'est pas mort-né, il est mort-né quelque part. Mais il y a des pays où ils sont passés à Desertec 2, parce que Desertec, ce n'est pas un projet, c'est disons, on n'appelle pas ça un projet, mais c'est un groupe d'industriels qui voulait faire une transition énergétique. Notamment allemand parmi... Allemand, donc il a plus ou moins réussi dans certains pays. Donc Desertec 2, parce qu'après Desertec 1, ils sont passés à Desertec 2, donc il a bien fonctionné aux Émirats. Et maintenant, c'est le Desertec 3 qui englobe la production d'hydrogène vert. Donc je pense que l'Algérie se situe très bien dans ce contexte, car les industries liées à l'hydrogène sont présentes en Algérie et donc même les personnes qualifiées pour le faire. Donc voilà. Très bien, très bien. Monsieur Yaissi, vous plaidez depuis, quand je dis vous, je parle du cluster que vous dirigez, entre autres, vous plaidez donc depuis longtemps pour que le secteur de l'énergie fasse une place à l'énergie solaire dans le mix énergétique algérien à moyen et long terme. Mais qu'en est-il sur le court terme, justement? Je dirais que sur le court terme,
On est un petit peu dans une attente des décisions importantes, par exemple du relance du programme du Solar 1000 MW, Oui. donc, qui avait été déjà initié en décembre 2021, donc bientôt ce sera bientôt 12 décembre 2022. Et on est toujours dans une position où le projet n'a pas réellement encore démarré. Oui. Et donc, ça, c'est vraiment, ça donne aussi, je dirais, une idée brouillée du pays, de l'Algérie, vis-à-vis de l'international et aussi vis-à-vis un peu des investisseurs. Alors, j'aimerais juste rappeler que l'appel d'offres pour la production des 1000 mégawatts dans une première étape a été publié récemment, mais aucune entreprise, malgré que certaines se sont exprimées par rapport à cet appel d'offres, aucune entreprise pour l'instant n'a été sélectionnée. C'est-à-dire que, bon, si on reprend un peu la genèse, l'appel d'offres a été annoncé en décembre 2021. Le cahier des charges a été libéré en février 2022. Par la suite, donc, il y a eu un retrait, beaucoup d'acteurs ont retiré les cahiers des charges. Il y a eu une première date qui était le 30 juin, ensuite, le 30 avril, ensuite ça a été reporté au 15 juin. Et le 15 juin, donc ça a été, il n'y a pas eu par la suite de nouvelles dates pour recevoir les plis. Donc, et avec, donc, il y a eu le changement du gouvernement, plutôt le remaniement du 8 septembre, qui a fait que le ministère de la Transition énergétique et des énergies renouvelables, qui lui était le maître d'ouvrage de ce projet-là, il est récupéré par le ministère de l'Environnement. Malheureusement, c'est-à-dire que si vous prenez les textes, il faut encore du temps pour que un décret va permettre soit au ministère de l'Environnement et des énergies renouvelables ou bien au ministère de l'Énergie et des Mines de reprendre ce dossier-là pour qu'on, par la suite, Shems puisse encore continuer le processus dans ce domaine-là. Très bien, Monsieur Delouis, il se trouve qu'un rapport sur le potentiel de l'Algérie en matière d'hydrogène vert a été réalisé en 2022 en partenariat avec le GIZ. Vous y avez d'ailleurs contribué. Quelles ont été ces principales conclusions? Donc, j'ai eu l'opportunité de faire partie du groupe de travail qui a élaboré cette étude exploratoire. Et je peux vous dire que l'Algérie a beaucoup de potentiel, notamment pour l'export. Donc, parce que déjà les industries liées à la décarbonisation via l'hydrogène existent en Algérie, donc on peut déjà, disons, mettre un écosystème en Algérie. Donc l'hydrogène, il est utilisé pour la production d'ammoniac, surtout, et aussi dans la pétrochimie, dans la fabrication d'acier, et donc aussi, bien sûr, dans la mobilité pour décarboniser un peu le secteur du transport. Donc l'Algérie dispose de tous les atouts. Elle est aussi reliée à l'Europe via des pipelines, donc pour le transfert de gaz. Et donc des études montrent qu'on peut transporter une certaine quantité de ce gaz via les pipelines, donc 4% pour l'instant, mais les progrès continuent à venir. Donc à l'avenir, l'Algérie aura vraiment un rôle important pour décarboniser, disons, l'industrie en Europe, parce qu'ils ils veulent décarboniser donc le zéro net à l'horizon 2050, donc ils ont besoin d'importer de l'hydrogène vert. Y compris le secteur des hydrocarbures lui-même, qui doit obéir à des impératifs en matière de décarbonisation. Donc, par exemple, je vous donne un exemple. En 2009, l'Algérie a lancé un projet avec Statoil et Sonatrach. Qui est Equinor actuellement. Oui, donc c'était pour la séquestration du CO2 parce que le marché britannique, ils exigeaient que le gaz ait une proportion inférieure à 3% en CO2. Donc ça a été réalisé et ça a fonctionné en Algérie. Donc on a déjà une expérience dans la séquestration. Le CO2 qui est produit principalement par la technique du torchage du gaz. C'est ça. Donc il y a un process qui permet de réduire le taux de carbone dans le gaz. Et puis on le met dans des puits qui ne produisent plus de gaz. Donc bien sûr, cela nécessite une étude géologique très poussée. Très bien. Monsieur Delouis, justement, ce rapport constitue également un premier projet de feuille de route pour établir une industrie Power to X en Algérie. C'est l'appellation scientifique justement dédiée à l'hydrogène. Et pouvez-vous nous en résumer les principales recommandations qui ont été faites à ce sujet? Donc, disons, il y a des niches, on a un grand potentiel d'attirer le marché européen à l'horizon 2026. Parce qu'à partir de 2026, les règles vont changer en Europe. Donc, ils ne vont plus importer des produits
qui ont une empreinte carbone élevée. Donc il faut aller vers des produits décarbonisés. Et l'Algérie, par exemple, dans le domaine de la production d'ammoniac, elle dispose de plusieurs usines. Et donc c'est un produit qui est très demandé en Europe et aussi qui sert à fabriquer des engrais. Donc on peut facilement, disons pas facilement, mais à moyen terme, décarboniser la production d'ammoniac en Algérie. Et voilà, pour augmenter notre marché à l'export dans ce domaine-là. Donc il y a aussi on peut envisager à long terme de vendre de l'hydrogène via les pipelines dont dispose la Société nationale d'hydrocarbures. Donc c'est un grand potentiel pour l'Algérie et il faudra développer tout cela pour, disons, un peu diversifier notre économie nationale. Très bien, Monsieur Delouiche. Monsieur Aïssi, avant de poursuivre ce débat, j'aimerais connaître votre opinion sur l'économie de l'hydrogène vert en Algérie. C'est vrai qu'on en parle de plus en plus. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que d'abord, il y a d'abord des perspectives intéressantes dans ce domaine-là. L'Europe, elle a déjà défini les quantités qu'elle va importer. Oui. C'est à peu près 10 millions de tonnes. 10 millions. Et donc ça, elle va le faire chez nous ou bien chez les autres. Oui. Donc la question, c'est de savoir est-ce que nous, on est partie prenante de cette nouvelle aventure. Et c'est là où l'enjeu doit être placé. C'est-à-dire que nous devrions donc penser à changer un peu de fournisseur d'énergie carbonée à un fournisseur d'énergie verte. Ou décarbonée. Ou la décarbonée. L'essentiel, c'est qu'on suit un petit peu cette tendance-là qui va faire que le monde de demain va aller plus dans cette direction-là. Donc, on voit un enjeu important au niveau donc, de l'hydrogène vert qui, pour moi, donc, va se situer au-delà de 2030 et 2035. Mais pour cela, il faut se préparer. Par contre, nous avons quand même une fenêtre encore beaucoup plus proche et beaucoup plus intéressante. C'est tout ce qui concerne la production et l'exportation de panneaux solaires produits en Algérie que l'on pourrait vendre en Europe. Parce que l'Europe, elle va installer en moyenne entre 40 et 50 gigawatts de capacité de panneaux solaires photovoltaïques. Est-il vrai que la Chine produit plus de 50% des panneaux solaires dans le monde? Non, au-delà de 80%. Au-delà de 80%. Oui, aujourd'hui, c'est l'usine du monde. Oui. Mais il y a cette nouvelle... si vous regardez un peu la démarche de l'Union européenne depuis le mois de février, donc il y a un changement fondamental en termes de leurs fournisseurs. Donc ils ont quand même vu qu'ils avaient des fragilités au niveau du gaz et du pétrole. Ils ont aussi une autre fragilité vis-à-vis donc de la production des panneaux solaires. Donc il y a une volonté au niveau de l'Europe de réindustrialiser l'Union européenne donc pour mettre aussi la technologie du photovoltaïque au centre donc de cette préoccupation. Mais ça reste que quand même... Mais il faudra aller produire ou s'approvisionner chez le voisin d'à côté, c'est ce que vous voulez dire. L'idéal pour nous, c'est nous sommes en face, donc on a la possibilité. Par contre, il faut quand même qu'on aille plus loin que juste le montage des panneaux, c'est-à-dire aller jusqu'au moment à la production de la matière première qui est le silicium. Très bien. Monsieur Aïssi, j'en arrive à une question qui me tient à cœur et que je trouve très importante, en sachant justement qu'on produit de l'hydrogène par l'électrolyse de l'eau, ce qui a été précisé par Monsieur Delouiche, ce qui nécessite de l'électricité, on est bien d'accord. En Algérie, on peut produire de l'électricité renouvelable à très bas coût, y compris via le solaire. Donc l'hydrogène sera à bas coût. Peut-on simplement conclure justement que le développement de l'hydrogène et de l'énergie solaire sont justement compatibles? Sont compatibles, mais ils sont aussi, je dirais, c'est une obligation. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Ah oui. C'est-à-dire que si vous dites je veux produire et vendre de l'hydrogène vert, automatiquement c'est des énergies renouvelables, soit c'est du solaire, soit de l'éolien. Pour produire l'électricité nécessaire, qu'on ne va pas produire à partir du gaz naturel. Donc ça, c'est une des obligations. Et donc si maintenant on veut produire de l'hydrogène vert, ça veut dire qu'il nous faut des capacités encore beaucoup plus importantes que les 15 gigawatts dont on parle. Très bien. On peut donc, je pense raisonnablement, parler de 40 ou de peut-être même 50 gigawatts pour pouvoir faire
ces quantités qu'on espère. Parce que je pense que l'objectif, il faudrait aussi définir quel est un peu le pourcentage avec lequel on va pouvoir alimenter l'Europe. Oui. Et ça, après, une fois qu'on l'aura défini, on aura donc une feuille de route qu'il faut construire, et dans cette feuille de route, donc, il faut mettre des étapes, il faut mettre ensuite les ressources nécessaires. Donc il faut d'abord commencer par la formation des experts, des spécialistes. Il faut que la recherche et le développement soient impliqués. Il faut que aussi l'environnement de l'industriel puisse aussi se préparer dans ce domaine-là. Et donc, si on construit cette démarche-là, on a des chances d'être prêt le moment venu, c'est-à-dire qu'autour de 2035 à peu près. En parlant de l'aspect formation, on a vu que durant le dernier Conseil des ministres, Monsieur le Président de la République, Monsieur Abdelmajid Tebboune, a justement instruit le gouvernement d'aller vers la formation à l'université qui soit spécialement dédiée aux énergies renouvelables. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle? Nous, on travaille déjà sur ces aspects-là. Nous, on a déjà présenté un projet de formation professionnelle au ministère de la Formation et formation professionnelle, et dans lequel l'idée c'était d'accompagner le programme des 15 000 mégawatts à travers donc d'abord de la formation aux formateurs, et ensuite on va former des apprenants qui seront répartis sur un certain nombre de wilayas pour pouvoir donc juste terminer, être placés sur les projets-là des 1000 mégawatts et ce qui va avec. Et donc, dans cette formation-là, nous avons aussi prévu d'avoir des plateaux techniques pour que les gens puissent vraiment manipuler ça. Oui. Et donc, quand il sort, il va directement être déjà en mesure donc sortir de la théorie, aller progressivement. Donc ça, c'est pour la partie un peu, je dirais, de tout ce qui concerne un peu les techniciens. Maintenant, ce qui concerne les universités et tout ça, donc il y a quand même des écoles. Il y a l'école de Batna aussi qui forme des licenciés, des masters spécialisés dans le domaine des énergies renouvelables. Donc là aussi, ça, on commence un peu à voir c'est un petit peu cet écosystème qui commence à se mettre en place. Par contre, on a encore besoin d'autres, comme par exemple le secteur financier qui puisse aussi être impliqué, le secteur un petit peu de la réglementation, c'est-à-dire du côté du secteur de l'énergie, pour que par exemple toutes ces quantités d'énergie puissent transiter sur le réseau et ensuite aller vers l'utilisation. Très bien. En deux mots, Monsieur Delouiche, si vous permettez, hydrogène versus solaire ou bien les deux ensemble en Algérie? Disons que c'est un couple inséparable. Donc, en Algérie, on a un potentiel énorme en solaire, c'est 13,9 TWh. Et donc, il y a assez de soleil pour combiner les deux. Très bien. Donc, voilà. Est-il rentable justement pour l'Algérie de produire de l'énergie verte à partir du photovoltaïque? Donc maintenant, en prenant compte actuellement, l'hydrogène gris, il est beaucoup moins cher. Donc c'est à peu près $1 par le kilogramme. Mais des études très sérieuses de l'AIEA montrent que l'Algérie a un des meilleurs potentiels de production d'hydrogène avec un coût de $2 par kilogramme. Donc au même titre que l'Australie. Mais actuellement, il y a une nouvelle technique d'électrolyseur qui est en train d'être développée en Allemagne, donc par une firme qui s'appelle Isata. Et on va parler des Allemands. Voilà, donc qui sont en train de produire des électrolyseurs dont le rendement dépasse des 95%. Et ils disent qu'à partir de 2025, ils peuvent réduire le prix à $1,35. Donc ça, c'est pour en Europe. Oui. Donc sûrement, si on utilise cette technologie en Algérie, on sera... Donc c'est un gain d'environ 40%. Oui. Donc c'est en Algérie, puisque le potentiel solaire est plus élevé, donc sûrement le prix du vert va coïncider avec celui du gris. Donc à peu près $1 d'ici 2030, disons. Très bien, parlons Oui, allez-y. Non, eux ils disent pour 2025, mais 2025. Moi j'ai un peu... Très bien. Parlons un peu, je le disais, donc de la Sonatrach, parce qu'il se trouve qu'elle lancera 2 projets pilotes pour la production d'hydrogène en 2023 et en 2024. Objectif, développer une expertise et une maîtrise technologique sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'hydrogène vert, depuis la production, le stockage, le transport jusqu'aux applications. Est-ce bien la preuve que l'Algérie prend au sérieux cette ressource qu'on dit inépuisable? Oui, c'est sûr que l'Algérie va dans le sens de la transition et vers aussi ces accords, disons, internationaux comme la COP21, le protocole de Kyoto et aussi le protocole de Rio, donc qui consiste
à un peu réduire l'empreinte carbone de la transition énergétique. Pour Sonatrach, ils ont un projet très ambitieux, donc de 1,3 gigawattheure. Donc, ils ont commencé déjà par installer une ferme solaire, donc à BRN, donc qui fonctionne très bien. Oui. Et je pense que le On deuxième va parler projet, de la deuxième justement, oui, du le deuxième, il va intégrer, donc il est en cours. Il a été inauguré aujourd'hui justement. Oui, nous allons parler. C'est pour produire de l'hydrogène vert, donc il sera dédié exclusivement à la R&D, donc à des TRL élevés pour la production d'hydrogène, afin de maîtriser toute la chaîne de production, que ce soit l'électrolyse, le traitement des eaux, parce que même l'eau, il faut qu'elle soit traitée, et aussi les énergies renouvelables, bien sûr. Donc voilà, je pense, leur stratégie pour un peu maîtriser un peu. Mais par contre, ils ont aussi beaucoup d'atouts Sonatrach, parce qu'ils ont beaucoup d'expérience dans la production d'hydrogène gris, donc à travers les raffineries et les usines d'ammoniac, où ils sont présents, et aussi en cryogénie, parce que pour transporter l'hydrogène aussi, donc parfois on doit le rendre sous forme liquide. Oui. Donc Sonatrach aussi a une très très grande expérience dans ce domaine-là, dans la liquéfaction. Très bien. Donc je pense qu'elle a tous les atouts pour devenir un leader dans la production d'hydrogène vert à l'avenir. Très bien. Monsieur Aïssi, une bonne nouvelle que Sonatrach prenne les devants dans ce domaine? Je pense que c'est un des acteurs majeurs en Algérie, donc aux côtés de Sonelgaz. Donc ça ne peut être que bénéfique pour le pays. Seulement, donc, il faut quand même que Sonatrach crée autour d'elle un écosystème pour que des entreprises puissent aussi être, si vous voulez, entraînées dans cette... Notamment locales, de préférence. Bien sûr. Oui. Cette dynamique, il faut qu'elle soit aussi, qu'elle entraîne avec elle les universités, les centres de recherche, les entreprises, les petites, les grandes. Et c'est comme ça qu'on va construire un peu une sorte d'ossature capable après de peser sur les coûts et voir un petit peu quels sont les axes sur lesquels les entreprises et les centres de recherche pourront travailler. Très bien. Et la Sonatrach qui a justement, je le disais, tantôt inauguré aujourd'hui à Ouargla le Solar Lab en partenariat avec le groupe italien Eni, ainsi qu'une nouvelle centrale solaire photovoltaïque BRN2. Le laboratoire Solar Lab vise à tester différents types de panneaux photovoltaïques dans un environnement caractérisé par des niveaux de rayonnement solaire très élevés. Monsieur Aïssi, je reviens vers vous. La coopération algéro-italienne dans le secteur de l'énergie, justement, elle s'est renforcée en 2022, on l'a bien vu, avec à la clé l'extrapolation de ce partenariat aux énergies renouvelables. Cela a été décidé au plus haut niveau des deux États. Cela prouve encore une fois tout l'intérêt porté par nos partenaires étrangers pour le développement de ce segment. Doit-on multiplier ces initiatives allant dans ce sens et pour quel objectif? L'objectif, c'est clair, c'est d'acquérir un savoir-faire, de le construire aussi localement. On ne peut pas le faire tout seul parce qu'il y a pas mal de pays qui ont une avance considérable. Oui. Par contre, on peut le faire en bon partenariat intelligent dans lequel il y a les possibilités, par exemple, de tester des technologies dans un environnement très hostile, comme par exemple celui du sud, où il y a par exemple les vents de sable de très forte température, un changement de température entre le jour et la nuit qui est important. Donc il y a quand même un certain nombre d'éléments avec lesquels on a la possibilité de mettre en place les ressources nécessaires pour qu'elles puissent acquérir de l'expérience et ensuite donc pouvoir la mettre en pratique. Très bien. Et d'autres pays, justement, je le disais, ont très clairement affiché leur intérêt quant à une coopération avec l'Algérie dans le domaine de l'hydrogène vert, notamment les Pays-Bas et l'Allemagne. Écoutons à ce titre des déclarations pêle-mêle justement d'acteurs économiques et responsables politiques des deux pays au sujet de la coopération algéro-allemande en matière de développement, avant de revenir une nouvelle fois au débat. Content d'être en Alger aujourd'hui pour renforcer la coopération entre l'Allemagne et l'Algérie. Ouais. Il y a un grand potentiel, surtout dans le domaine d'énergie. L'Algérie, elle a le soleil, l'infrastructure, nos entreprises allemandes, ils ont la technologie. Alors, ça pourrait être la solution pour le futur, le hydrogène vert. Ce sera une gagnant-gagnant situation.
C'est l'interaction de nombreux acteurs, tant du côté algérien que du côté allemand, qui contribuent à cette liste et à la réussite de notre partenariat énergétique. Il s'agit d'une coopération fructueuse qui permet de nous rapprocher de l'objectif commun, à savoir un approvisionnement énergétique respectueux du climat. Une énorme masse d'hydrogène produit de manière climatiquement neutre sera nécessaire d'ici à 15 ans déjà. Une masse qui ne pourra pas être produite uniquement dans notre petit pays très peuplé et pas vraiment gâté par le soleil. L'Algérie, par contre, est un pays qui est encore relativement marqué par l'exportation de gaz naturel et de pétrole. Nous trouvons donc remarquable et suivons avec un intérêt particulier le fait que le gouvernement algérien qualifie de prioritaire le développement d'une filière d'industrie d'hydrogène vert. Pour l'Allemagne et pour l'Algérie, ce partenariat énergétique est très important. Depuis 2015, ils travaillent très intense ensemble pour promouvoir les relations, spécialement dans le cadre énergétique. Et c'est pour ça que je vous vraiment félicite pour cet événement, notamment Algérie, également l'Allemagne. Et les chances d'intensifier les relations entre les deux pays, spécialement dans le cadre d'énergie, sont énormes. C'est pour ça l'hydrogène vert, c'est un nouveau sujet. C'est très important pour l'Allemagne et on voit vraiment un grand potentiel pour l'Algérie. Et en espérant qu'on peut vraiment promouvoir cette relation et spécialement aussi pour l'économie dans les deux pays. Le besoin en hydrogène vert en Allemagne ne sera pas couvert par la production locale allemande d'hydrogène. Donc ils feront appel à des importations d'hydrogène et l'Algérie, avec son taux d'ensoleillement, avec son potentiel d'énergie renouvelable, est un partenaire de prédilection pour cette énergie. Un partenariat algéro-allemand justement en matière de production d'hydrogène vert qui s'annonce riche et fructueux. Monsieur Derwish, justement, l'Algérie est-elle aujourd'hui bien placée pour produire d'une part et exporter par la suite de l'hydrogène vert vers l'Europe, à commencer par l'Allemagne qui se montre très intéressée? Bon, déjà, il faut savoir que l'Europe en général, donc ils ont des commitments, donc ils ont engagements donc, pour la neutralité carbone à 2050. Donc ils doivent réduire de 55% leurs émissions. Donc c'est surtout les émissions industrielles. Donc les industries elles produisent beaucoup de CO2. Et donc, ils n'ont pas le choix, donc, parce que... D'autant plus qu'ils viennent d'aller ou de revenir vers le modèle charbon. Exactement. Ouais. Donc là, bon, c'est une conjoncture particulière, mais ils ne peuvent pas produire l'hydrogène qu'il leur faut donc, sur les terres de l'Europe. Donc, ils sont obligés de venir vers, disons, les pays limitrophes. Donc, pourquoi particulièrement l'Algérie dans le cas allemand? Parce que donc on dispose des infrastructures qui permettent, et aussi, comme je vous l'ai dit, donc on a l'expertise aussi dans ce domaine, donc surtout dans la cryogénie. Donc parfois l'hydrogène, pour le transporter, il faut qu'il soit sous forme liquide. Donc nous disposons d'infrastructures comme les usines d'ammoniac par exemple, qui peuvent être, disons, modelés ou ce qu'on appelle un retrofitting, donc les aménager autrement pour produire rapidement de l'ammoniac vert. Oui. Donc on peut aller vers, on peut disons leur fournir ça très rapidement, donc si bien sûr une bonne volonté et des investissements nécessaires sont faits. Monsieur Aïssi, votre opinion, travailler la main dans la main avec les Allemands justement pour développer ce segment? Avec l'Allemagne. Avec l'Allemagne, oui. Mais aussi avec d'autres pays. Également. Et je pense que d'abord, il faut qu'on ait notre propre feuille de route, celle que l'Algérie doit construire et comment elle voit ce développement de l'hydrogène d'ici jusqu'à 2035 et au-delà. Et après, regarder aussi tout autour de nous et essayer de construire les partenariats les plus intelligents et aussi ces partenaires qui vont pouvoir nous aider, qui vont pouvoir nous permettre
de progresser, qui vont nous permettre un petit peu, comme je l'ai dit tout à l'heure, de passer d'un pays producteur et exportateur de gaz, d'hydrocarbures, à un exportateur si vous voulez, de vecteurs énergétiques verts. Donc c'est comme ça que l'on va pouvoir travailler. Il y a donc l'Allemagne, mais aussi donc les Pays-Bas. Il y a pas mal d'autres pays. Il faut pas se voiler la face. C'est qu'eux aussi ils sont en train de faire la même chose que nous. C'est-à-dire qu'eux aussi, ils sont en train un petit peu de tester tous les pays du sud de la Méditerranée et même en Afrique. Ça veut dire que ce sera un petit peu là où il y aura... Donc l'Afrique, Eldorado des énergies renouvelables à partir de l'Algérie d'ici 2050. Pas spécialement. Il y a des ressources hydrauliques importantes aussi en Afrique. Donc ça correspond bien à ce que cette dénomination d'hydrogène vert. Donc il va y avoir une compétition qui va être faite entre les pays et ce seront les pays qui vont permettre de fournir avec un coût très compétitif. C'est ces pays-là qui vont être choisis pour entrer en partenariat, si vous voulez, commercial. Aujourd'hui, on est plus dans une phase de prospection, de voir un peu comment les pays sont en train de réagir par rapport à des demandes qui se manifestent. Et le moment venu, ce sera ceux qui auront les capacités qui auront été au bon moment pour pouvoir donc être suffisamment compétitifs pour devenir des acteurs, des nouveaux acteurs des sources d'énergie renouvelables ou bien des sources d'énergie vertes. Concernant l'énergie solaire, comment dupliquer ou transposer justement cet engouement de la part de pays étrangers en ce qui concerne l'hydrogène vert sur les énergies solaires et la production d'énergie à base de panneaux photovoltaïques? Je pense que ça veut dire d'abord ça va ensemble. Il faut qu'il y ait les deux. Il faut qu'il y ait les deux. Maintenant, on peut aussi travailler sur les aspects donc de production industriels qui sont là sur le court terme. C'est-à-dire que là, je parle de 2024-2026. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit... C'est dans 3 ans. Ah oui, donc il faut qu'on soit prêt à pouvoir fournir peut-être 10 gigawatts à l'Europe dans ce domaine-là. Et donc ça, c'est un enjeu considérable, c'est un enjeu industriel important, c'est un enjeu aussi de la recherche et développement. Et donc après, si on arrivait à faire comme ça, à produire localement 10 gigawatts, donc après, et avec le développement et les perspectives d'hydrogène vert, on pourrait produire peut-être le double uniquement destiné pour couvrir par exemple les besoins en énergie renouvelable pour la production d'hydrogène. Très bien. Monsieur Delouiche, le mot de la fin vous revient. Oui, je voulais juste dire que pour soutenir notre économie, on ne peut pas parler seulement d'hydrogène vert. Parce que l'hydrogène vert, il permet de décarboniser les industries lourdes qui sont présentes en Algérie, donc le ciment, la production de verre, l'ammoniac. Donc aussi, il faut penser à notre économie. Et essayer, la production du ciment qui est très consommatrice de gaz naturel. Parce qu'à partir de 2026, on pourra perdre quelques marchés pour le ciment, pour le verre, parce qu'il sera exigé de nous d'avoir des produits décarbonisés. Donc aussi, il faut développer ça en Algérie. Un mot également rapidement sur la consommation domestique, justement. Faut-il justement s'appuyer sur les énergies renouvelables pour baisser la consommation du gaz naturel? En 10 secondes, s'il vous plaît. Disons qu'on appelle ça le secteur tertiaire. Donc oui, on peut utiliser aussi l'hydrogène pour remplacer le gaz pour des fins ménagères, donc à la maison. Donc, mais il faut tout un réseau renouvelé, tout ça, avec des matières spéciales et tout ça. Très bien. À long terme, c'est faisable. Merci, c'est la fin des pros de l'éco. Merci à nos experts et merci à vous de nous avoir accordé votre attention. Rendez-vous la semaine prochaine. L'actualité continue sur Al24 News avec le journal en langue espagnole et en langue anglaise. D'ici là, je vous souhaite une excellente fin de soirée, justement, sur Al24 News.